coup, comme j'ai été présentée, je m'appelle Julia Faure. Je suis la cofondatrice d'une marque de vêtements produits localement et conçus pour durer longtemps. Et parfois, mon boulot me déprime. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que vous alliez faire un truc fort pour réduire votre empreinte carbone, genre ne plus prendre l'avion, et la minute d'après, de voir des stories Instagram de quelqu'un qui est parti en vacances à New York et visiblement pas en voilier? Faire des efforts alors que les autres n'en font pas, c'est rageant. Mais ce qui est encore plus rageant, c'est quand cette absence d'effort a pour conséquence l'aggravement de la crise climatique et la mise en péril de l'habitabilité de la planète. Aujourd'hui, mon boulot me déprime, car je me rends compte que les efforts que je fais pour rendre ma marque moins polluante sont vains, tant que toutes les marques ne s'engagent pas sur la même voie. Si vous suivez de près ou de loin le sujet de la mode et de l'environnement, vous trouverez sans doute que j'exagère. Il y a tellement de bonnes nouvelles à ce sujet en ce moment que tout semble indiquer que la situation est sous contrôle. On voit fleurir de plus en plus de marques éthiques. Les grandes marques de vêtements prennent quasiment toutes des engagements qui vont dans le bon sens. Et en 2019, on a même eu le Fashion Pact, une série d'engagements en matière d'écologie signés par les plus grandes marques de la planète. Carrefour, Galeries Lafayette, La Redoute, Nike, Puma, Adidas, H&M, Inditex, Jules, Brice, Pinky. Si on devait résumer l'engagement de ces marques, on pourrait dire qu'elles font ou essayent toutes de faire de l'éco-conception. En gros, cela consiste à utiliser des matières plus éco-responsables dans les vêtements qu'elles produisent. Du coton bio, du plastique recyclé, du cuir vegan, du lin, du lyocell, du jean délavé proprement. Pourtant, malgré cet effort qui semble général, les émissions de gaz à effet de serre du secteur textile ne cessent d'augmenter. Car en se focalisant sur l'éco-conception, sur l'amélioration de l'impact environnemental par produit, on oublie quelque chose de crucial. Produire, c'est polluer. Produire un t-shirt en coton bio, c'est polluer. Produire une veste en polyester recyclé, c'est polluer. Produire un vêtement, aussi écolo qu'il soit, cela rejette toujours dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et chaque année, on produit un peu plus de vêtements que la précédente. Rien qu'en France, les volumes de vêtements vendus ont presque doublé en 20 ans. Bref, c'est super l'éco-conception, c'est nécessaire de faire des vêtements qui polluent un peu moins, mais le plus urgent, c'est surtout de produire moins de vêtements tout court. Pour respecter l'accord de Paris qui, pour rappel, vise à maintenir un monde où le réchauffement climatique n'excède pas les 2 degrés, il faudrait que le secteur textile divise par 3 ses gaz à effet de serre d'ici 2050. Cela revient à produire 2 à 3 fois moins de vêtements. Et c'est marrant, non? Parce que 2 fois moins de vêtements, c'est à peu près le niveau de consommation où on était en France il y a 20 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que la consommation de vêtements explose ainsi? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 20 ans? C'est un mot anglais. Enfin, c'est 2 mots anglais accolés les uns aux autres. La fast fashion, excellent! Et c'est même pas quelqu'un de ma famille qui l'a dit. Bravo. Effectivement, une chose simple est arrivée, la fast fashion. Et la fast fashion, elle s'appuie sur 2 piliers. Le premier, le prix. On achète 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans, d'abord parce qu'on peut se le permettre. Vous ne trouvez pas ça bizarre que certains vêtements soient moins chers qu'un verre au bar? Et moi, je vous dis, je vis à Paris, je peux vous dire qu'ils sont beaucoup moins chers qu'un verre au bar. En 20 ans, les prix des vêtements ont chuté, notamment car on a laissé délocaliser notre industrie textile vers des pays moins disants socialement et écologiquement. Forcément, cela coûte moins cher de produire là-bas qu'en France, où le prix du travail inclut la protection des gens et de l'environnement. Donc on achète 2 fois plus de vêtements qu'il y a 20 ans parce qu'on peut, mais pouvoir se le permettre, ce n'est pas un levier suffisant pour faire doubler la consommation de vêtements. Imaginez un monde où tous les t-shirts coûteraient 1 €, mais seraient uniquement disponibles en noir. Vous ne seriez pas bien dans la salle là. On en achèterait 4 et puis on arrêterait en fait. En fait, on achète beaucoup trop de vêtements parce qu'on peut, parce qu'ils sont pas chers, mais aussi parce qu'on veut. Et la fast fashion est devenue super bonne dans cet art de la création du désir, en renouvelant en permanence ses collections, en faisant des drops, des éditions limitées, des collabs, en nous proposant tellement de choix, tellement de nouveautés, qu'il est quasi impossible aujourd'hui d'aller sur le site d'Assos sans se dire qu'on aimerait bien tel ou tel vêtement. Bref, si les marques textiles veulent vraiment faire leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'éco-conception est une solution à la marge. Ce qu'il faut surtout faire, c'est réduire la consommation globale de vêtements en jouant sur 2 leviers. Relocaliser,
arrêter d'inciter à consommer. Alors pourquoi les entreprises du textile ne s'occupent-elles pas de l'éléphant au milieu de la pièce? Pourquoi se concentrent-elles uniquement sur l'éco-conception et ne parlent-elles pas de la nécessaire réduction des volumes? Car pour elles, ce serait comme se tirer une balle dans le pied, sans résoudre le problème. Pour la plupart des entreprises, relocaliser ou arrêter d'inciter à consommer, c'est laisser d'autres, moins scrupuleuses, prendre leur place. Nous, marques de vêtements, quand nous relocalisons, nos vêtements deviennent bien plus chers que ceux fabriqués à bas coût à l'autre bout du monde. Quand nous ralentissons le rythme de nos collections, afin de moins pousser à la consommation, d'autres marques renouvellent les leurs toujours plus rapidement, nous prenons ainsi des parts de marché. C'est indéniable, il y a aujourd'hui un avantage économique à produire de manière irresponsable, une prime au vice. Nous sommes dans un système qui favorise économiquement les pratiques les pires pour l'environnement et les personnes. Pas étonnant dans ce cas que Shein, une marque dont vous n'avez peut-être, probablement d'ailleurs, jamais entendu parler, c'est une marque d'ultra fast fashion qui a été créée en 2012, qui est déjà au cœur de nombreuses controverses et qui fait 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors que Patagonia, la plus grosse des marques éthiques, atteint seulement 1 milliard de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas négligeable, après 48 ans d'existence. Quand on comprend l'existence de la prime au vice, quand on comprend l'existence de la prime au vice, on réalise que compter sur la bonne volonté des entreprises ou le pouvoir du consommateur est illusoire. Si nous voulons lutter contre la crise climatique, nous avons besoin de lois qui obligent les entreprises à mieux faire et mes copains à moins prendre l'avion. Cela vous semble impossible de changer les lois pour qu'on produise 3 fois moins de vêtements? Pourtant, il y a de nombreux secteurs où on a mis des quotas, comme celui de la pêche. Cela vous semble impossible de limiter le dumping social et écologique des vêtements importés d'Asie? Pourtant, jusqu'en 2005, il y avait les accords multifibres qui fixaient des quotas d'exportation par pays et par produit, protégeant ainsi l'industrie textile française de la concurrence des pays à bas salaire. Cela vous semble impossible de mettre des taxes sur les produits importés? Pourtant, dans le secteur du vélo, cela se fait depuis les années 90, après qu'ils aient prouvé que la Chine faisait du dumping sur l'étape d'assemblage. Cela vous semble impossible de changer les lois à cause de l'Europe, de l'OMC, de la complexité administrative ou parce que la Chine ne l'acceptera pas? N'oublions pas que les règles du marché ne sont que des conventions et que l'urgence climatique, elle, est réelle et qu'il en va de l'habitabilité de la planète. Les contraintes juridiques doivent passer après les contraintes physiques. Dans mon entreprise, j'ai l'impression qu'on a tout essayé pour faire bouger le secteur textile. Nous avons voulu montrer que c'est possible en essayant d'être exemplaires dans nos pratiques. Nous avons sensibilisé le consommateur en publiant des articles qui décryptent les dessous de l'univers de la mode. Enfin, nous avons tenté de faire changer les grosses boîtes de l'intérieur en allant y animer des ateliers, en partageant notre connaissance avec leurs équipes. Aujourd'hui, nous avons compris que faire bien, cela ne sert pas à grand-chose. Il faut surtout empêcher tout le monde de faire mal. C'est pour ça qu'il nous faut des lois qui obligent tout le monde, nous y compris, à faire mieux. Et nous, entreprises, nous devons user notre pouvoir, notre influence pour que ces lois passent. Au début, en écrivant ce texte, je pensais marteler tout au long que l'entreprise devait devenir politique. Et puis j'ai vu le nombre de personnes que l'industrie pétrolière a envoyées à la COP26. L'entreprise a toujours été politique. Le lobbying ne date pas d'hier. Le milieu de l'entreprise a toujours su murmurer à l'oreille du politique, a toujours su influencer les lois. Face à la gravité des enjeux auxquels l'humanité doit faire face, l'entreprise ne doit pas se contenter d'être politique. Elle doit devenir militante et user de son pouvoir pour soutenir des lois qui luttent contre la catastrophe climatique, qui servent le bien commun et non ses intérêts économiques propres. La bonne nouvelle, c'est que dans mon secteur, les entreprises militantes existent. Elles se sont même rassemblées dans un mouvement qui s'appelle « En mode climat ». Et c'est aux côtés de plus de 350 autres marques et industriels du textile que nous nous battons pour des régulations plus justes, comme pénaliser les pratiques de la fast fashion, faire en sorte que les vêtements faits dans les pays moins disants socialement et écologiquement soient taxés, etc., etc. Et depuis que je fais partie de ce mouvement, je ne suis plus déprimée par mon boulot. Depuis que je fais partie de ce mouvement, je ne me sens plus impuissante face aux pratiques de la fast fashion. Depuis que je fais partie de ce mouvement, je reparle avec mes amis qui partent en vacances en Grèce, pas en voilier. Depuis que je fais partie de ce mouvement, j'ai compris qu'on ne pouvait pas laisser la lutte contre le réchauffement climatique au bon vouloir des individus ou des entreprises. Qu'il nous faut des lois pour tous nous forcer à faire bien. Alors je vais m'adresser à vous. Je sais que vous êtes au bord de la déprime, en plus de l'hypoglycémie. Avant de tomber, bon pour l'hypoglycémie je peux rien faire, mais pour la déprime,
Avant de sombrer là-dedans, je vous invite à faire pour votre secteur ce que nous, aux côtés des 350 autres entreprises, nous faisons pour le textile. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, utilisez l'influence politique de votre structure pour des régulations allant vers plus de sobriété. Si votre structure est trop petite pour être écoutée par le gouvernement, unissez-vous à d'autres qui partagent votre combat. Si vous êtes salarié d'une entreprise, interpellez vos dirigeants pour qu'ils fassent de votre entreprise une entreprise militante. Et si vous n'êtes pas assez important dans cette entreprise pour être écouté, unissez-vous à d'autres collègues qui partagent votre combat. Chacun de notre côté, nos efforts sont vains et nous desservent. Mais si des règles justes s'appliquent à toutes et à tous, nous nous donnons une chance de préserver notre environnement. Merci beaucoup.